Alors dans cette deuxième vidéo, on va continuer l'étude de notre système de pendule de Paul, système amorti. Alors cette fois-ci, on va introduire l'amortissement. Alors comment on va introduire l'amortissement, bien sûr, ou bien ce qu'on appelle le freinage électromagnétique. Alors on va appliquer une tension de 4 volts, ce qui correspond à un courant de 0,25 ampères. Alors sur le système, c'est-à-dire dans les bobines, un champ magnétique se crée dans les bobines, entraînant un effet de freinage sur le mouvement du disque. Maintenant, comment on va procéder? Alors on écarte le pointeur bien sûr du disque de la position d'équilibre sur la valeur 18 pour on le lâche sans vitesse initiale et on mesure les valeurs des amplitudes maximales que peut atteindre le pointeur après un mouvement d'aller-retour, c'est-à-dire un cycle. En même temps, on mesure le temps de passage pour chaque cycle. Alors, vous pouvez voir ici sur la vidéo. Alors, on va commencer par... voilà, je règle ici la tension qui va alimenter les bobines à 4 volts. Voilà, 4 volts. Je mets le cavalier sur 4 volts. Un courant de 0,25 ampères va circuler dans les bobines et on va voir comment ça marche. Voilà. Alors j'écarte là le pointeur vers la valeur 18 et je le lâche. Voilà. Et en même temps, voilà, je dois mesurer le temps de passage, c'est-à-dire voilà, je le laisse revenir vers à cette direction. Alors une fois le système atteint l'extrémité, alors je prends et l'amplitude et le temps qu'a fait le pointeur, bien sûr le disque, pour aller du point 18, voilà, aller vers ce point et revenir à cette extrémité. Bien sûr, il ne va pas revenir sur 18 parce qu'il est amorti. On voit bien que l'amplitude diminue. Mais nous, ce qu'on va faire ici, on va juste prendre les valeurs. Par exemple, à 18, le temps est à 0. Maintenant, il va jusqu'à ce point et revenir. On va prendre le temps qu'a mis pour faire ce déplacement, voilà, cette rotation, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il revient sur ce côté-là, je vais prendre et l'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude d'écartement et le temps de passage. C'est comme ça qu'on va procéder sur cette expérience. Alors je laisse voilà, à chaque fois. Alors normalement je prends avec le logiciel que je vous ai montré la fois passée, je peux prendre avec plus de précision mes valeurs. Alors par exemple ici c'est 14 ou bien 13,8. Je note que les graduations sont en 0,2. Voilà, en 0,2. C'est pour ça vous pouvez avoir une précision de 0,1 par exemple. Et je laisse à chaque fois le système. Voilà. Et voilà. Et vous notez au passage que l'amplitude va diminuer au fur et à mesure que le temps passe, voilà, jusqu'à ce que le mouvement s'évanouit, voilà, jusqu'à ce que le mouvement s'évanouit. Et à chaque fois, je prends le temps de passage et l'amplitude de ce côté-là. Voilà. Alors, moi, j'ai fait mes mesures. Et pour une tension de 4 volts, alors je trace ici un tableau où je mets le temps de passage et l'amplitude. Voilà. Alors le temps de passage, bien sûr, j'ai lâché la masse, j'ai lâché plutôt le pointeur à la valeur 18 au temps égal à 0. Puis après que le pointeur a fait un tour, il revient non pas à 18 mais à 15,8. C'est l'effet de freinage, c'est-à-dire l'amplitude va diminuer après un temps de 1,965 secondes
Bien sûr, pour la deuxième, pour la troisième, vous voyez ici la décroissance des amplitudes, ou 11, 10, 8, etc. Et le temps de passage, c'est-à-dire le cumul des temps. Voilà, le cumul des temps, jusqu'à, alors on peut arriver jusqu'à 28 secondes. C'est-à-dire, c'est un temps relativement gros pour que le système s'arrête. C'est-à-dire, il s'arrête autour de 30 secondes, par exemple. Voilà. Alors, ici, j'ai donné ce qu'on appelle les intervalles de temps entre chaque passage. Voilà, c'est-à-dire, pour le premier passage, c'est entre 0 et 1,965, c'est bien sûr 1,965. Entre ce temps-là et ce temps, j'ai fait la différence et j'ai trouvé 1,932. Entre ce passage et ce passage 9,56 et 55. Alors vous voyez ici que, bien sûr, avec une précision bien sûr bien meilleure, mais vous voyez quand même que il y a une disparité dans les mesures, c'est-à-dire que vous voyez que le T1, la valeur de T1 change d'une valeur à une autre. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre 1,32, 932 plutôt, c'est 1,932, voilà ici, qui est égal à 3,25 radians par seconde. C'est-à-dire pour vous dire que théoriquement, normalement, la pseudo-période, c'est-à-dire le temps de passage entre deux amplitudes maximales, est constant. Voilà. Alors, on peut maintenant augmenter l'effet de freinage électromagnétique en augmentant la tension de la source qui alimente les bobines, c'est-à-dire en augmentant aussi le courant électrique. Et je vais vous montrer ici le cas de 8 volts. Voilà. Alors je branche ici le cavalier sur 8 volts et je lâche bien sûr de 18. Vous allez voir que le mouvement s'évanouit très rapidement. Voilà. Contrairement au cas où la tension était 4 volts. C'est pour ça l'évanouissement se fait un petit peu rapidement. Voilà. Alors le temps 0, 18, je fais la même chose. Le temps de passage du pointeur de ce côté-là. Voilà. Chaque fois je le lâche et je calcule. Voilà, par exemple, je calcule cette amplitude et le temps de passage. Voilà. Et j'ai trouvé pour mes mesures ces valeurs-là. Alors vous voyez que le 0,7 qui est atteint ici au bout de 28 secondes, pour le freinage à 8 volts, cette même amplitude est atteinte après 7 à 8 secondes. Vous voyez que l'évanouissement du mouvement se fait très rapidement après qu'on ait changé, ou bien sûr on ait augmenté le freinage, l'effet de freinage électromagnétique. Alors je mesure ici les écarts des temps. Voilà, ce que j'appelle, ce qui est appelé d'ailleurs la pseudo-période. TA égale à 1,936, 1,966, 1,966. Alors je prends 1,966 secondes et je divise 2P par 1,966, ce qui me donne 3,19 radians. Alors vous voyez ici une petite remarque que le temps a changé. La pseudo-période augmente avec l'effet d'amortissement ou de freinage électromagnétique. On a ici 1,932, ici on a 1,966 secondes. Bien sûr, la pseudo-pulsation augmente parce que c'est l'inverse de la pseudo-période. Voilà. Juste pour avoir une idée de ce qui vient de se passer
en augmentant l'effet de freinage. Maintenant, j'augmente encore l'effet de freinage pour arriver à une tension de 14 volts. C'est le maximum que peut nous délivrer cette source. Voilà. Voilà. Je règle le cavalier sur 14 volts et je fais de la même manière. Je le lâche à 18 et vous voyez que tellement le frottement, tellement le frottement est fort que le mouvement du système s'évanouit rapidement, bien sûr en faisant quelques oscillations. Quand même, il arrive à faire des oscillations. Je remonte la vidéo pour que vous puissiez voir l'effet de freinage sur le mouvement de l'oscillateur. Voilà. Il y a, par exemple, il y a une oscillation, mais ça s'évanouit très rapidement. Alors, j'ai fait mes mesures et j'ai constaté que le système a fait seulement un cycle avec une période qui est égale à une pseudo-période qui est égale à 2,134 plutôt, et l'amplitude est passée brusquement de 18 vers 0,08. Voilà. Et je calcule ici la pseudo-pulsation qui est égale à 2pi sur TA, qui est égale à 2pi sur 2,134, égale à 2,94 radians par seconde. Alors je rappelle ici que pseudo-période, c'est le temps nécessaire pour que le système aille d'un point vers le point extrême de l'autre côté et revient vers ce côté-là. Bien sûr, il ne va pas revenir à sa position initiale, c'est pour ça qu'on l'appelle pseudo-période. Alors, sur ce graphe-là, je trace les amplitudes, voilà, des trois expériences que j'ai faites auparavant en fonction du temps pour chaque degré de freinage. Alors pour 4, faible freinage, pour 8, relativement faible, et pour un freinage relativement grand. Voilà, U égale à 14 volts. Et vous voyez ici ce qu'on appelle les enveloppes de décroissance des amplitudes des mouvements du système amorti. Alors vous voyez que ça dure plus longtemps, presque 30 secondes jusqu'à l'évanouissement, alors que ici l'évanouissement se fait un petit peu rapidement vers 7 secondes, alors que ici c'est vers 2 secondes, 2,5 secondes que le mouvement s'évanouit, voilà, à cause du freinage. Voilà. Bien sûr, ici c'est l'amplitude du mouvement. Alors, une première remarque ici sur ce qu'on vient de voir, sur l'amplitude, c'est que la décroissance de l'amplitude en fonction du temps n'est pas linéaire. Voilà, c'est pas linéaire, et vous pouvez le remarquer ici, que la décroissance de l'amplitude n'est pas linéaire, ce qui peut prêter à penser que la force de frottement que subit le disque ne peut pas être assimilée à une force de frottement solide-solide. Alors rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a traité le cas de frottement solide-solide, alors une des caractéristiques des frottements solide-solide était que la décroissance de l'amplitude en fonction du temps était linéaire. Voilà. Alors que ici, la décroissance de l'amplitude n'est pas linéaire, ce qui écarte la possibilité que le freinage
soit un effet de frottement solide. Alors on peut écarter cette éventualité. Voilà. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre juste le cas de l'amplitude, de la décroissance de l'amplitude dans le cas d'une tension de 4 volts. Voilà ce graphe là. Et on va faire ce qu'on appelle un fit. Alors c'est une méthode numérique qui consiste à chercher la fonction la plus proche d'un ensemble de points de mesure pour représenter la variation que nous avons trouvée par expérience, pour la représenter par une fonction analytique mathématique. Alors j'ai utilisé pour ce besoin un logiciel très connu qui est Origin. Vous pouvez trouver d'autres logiciels qui font la même tâche, en lui indiquant que la décroissance de l'amplitude pourrait suivre une forme exponentielle. Voilà. C'est-à-dire le logiciel, vous choisissez vous-même la forme du fit que vous voulez utiliser. Alors voilà, on peut avec une arrière-pensée que il se peut que cette décroissance soit exponentielle. J'ai suggéré au logiciel de me faire un fit sur cette forme, et bien sûr en faisant ce fit il a trouvé cette fonction. Alors en bleu c'est notre fonction, alors que la fonction en rouge c'est le fit, c'est-à-dire c'est la représentation de cette fonction sur ce graphe. Alors la fonction qui représente le trait en rouge, c'est bien 18,72 exponentielle moins t sur 11,56. Alors vous voyez bien sûr une ressemblance qui n'est pas tout à fait exacte entre les deux fonctions, bien que ça montre que nos résultats peuvent être assimilés à une décroissance exponentielle. Voilà, c'est plus ou moins correct. Pour ça, on peut dire que cette correspondance plus ou moins bonne entre la variation de la fonction des amplitudes de mouvement du disque et la fonction exponentielle obtenue par fit suggère que la force de frottement que subit le disque peut, avec une bonne approximation, être assimilée à une force de frottement de type visqueux, c'est-à-dire que la force de frottement est proportionnelle à la vitesse. Bien sûr, ici, c'est pas une vitesse linéaire, mais plutôt une vitesse angulaire du disque, puisque on est en présence d'une rotation. Alors, ce que je le dis ici, en effet, on est en présence d'un mouvement de rotation, ce qui nous amène à considérer non pas la force de frottement, mais plutôt un moment de force de frottement, ce qu'on appelle couple de freinage électromagnétique, qui selon le résultat précédent se met sous la forme, voilà, puisque on a déjà vérifié que on est en présence d'un mouvement de frottement de type visqueux, c'est-à-dire d'une façon générale le moment est proportionnel à la variation de l'angle avec un facteur de proportionnalité alpha et un moins, ce qui indique que le mouvement est s'oppose, que la force, bien sûr le moment s'oppose au mouvement du disque avec alpha. C'est ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité dépendant du courant alimentant les bobines et indiquant le degré de freinage de frottement. Bien sûr, il se mesure en kg/m² par seconde. Alors, en effet, le système, c'est-à-dire le disque avec un ressort spiral, peut être modélisé comme un système libre amorti en mouvement de rotation avec un disque de moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation supposé suivant l'axe de Z, IZ,
voilà, et un ressort spiral de coefficient de torsion C. Alors vous pouvez voir ici sur le système, voilà, la présentation, et voilà. Alors, peut être modélisé comme un système contenant un disque, voilà, et un ressort spiral. Et bien sûr, cet axe autour duquel le disque va osciller. Alors, c'est ça l'essentiel du système. Alors, ce disque, on ne peut pas le considérer comme une masse ponctuelle. Il est considéré comme un corps rigide et de ce fait, il a un moment d'inertie, c'est-à-dire une façon de répartition de sa masse autour de l'axe de rotation et un ressort spiral, voilà ce ressort spiral qui a bien sûr une caractéristique intrinsèque à ce ressort, c'est bien le coefficient de torsion. Alors pour comprendre ça, il faut faire l'analogie avec un système masse-ressort où le ressort a une constante de raideur, voilà. Alors, le ressort spiral, une fois comprimé, voilà, une fois comprimé, il va, voilà, je vais faire voilà. Ici, une fois comprimé, voilà, une fois comprimé, il fait revenir le disque à sa position, voilà, voilà, on le comprime. Alors, je comprime le ressort spiral en écartant le disque de sa position d'équilibre. En écartant le système de sa position d'équilibre, le ressort va appliquer un moment de rappel sur le disque pour le ramener à sa position d'équilibre. À chaque fois, il veut le ramener à sa position d'équilibre. Bien sûr, il y a à l'équilibre, il y a une vitesse angulaire et le disque va continuer dans son mouvement. Mais en continuant dans son mouvement, il va y avoir une décompression du ressort et il crée de nouveau un moment de rappel qui va rappeler à chaque fois le système à sa position d'équilibre. Voilà. Alors pour cela, on va écrire le couple de rappel gamma R égale à moins C fois phi. Alors phi c'est l'angle d'écartement, bien sûr l'angle de façon générale l'angle de rotation du disque. Alors moins parce que le couple est toujours dans la direction opposée du phi, puisqu'il va rappeler le système à sa position d'équilibre. Alors, vous pouvez faire l'analogie avec un système de translation, avec un ressort de constante de raideur K, qui à chaque fois que la masse est en position X de sa position d'équilibre, il se crée une force de rappel qui tente à chaque fois de rappeler le système à sa position d'équilibre. Alors les deux moments de force gamma R et gamma F, c'est-à-dire le gamma de frottement et le gamma de rappel, ont pour effet d'entraîner une accélération angulaire selon l'équation différentielle suivante. Voilà, parce que ça, vous voyez qu'il y a une accélération du disque du fait qu'il y a un couple de rappel et un couple de freinage selon l'équation, cette équation. Alors cette équation égale à I de Z, c'est le moment d'inertie du disque, fois l'accélération angulaire phi de point égale à moins C phi moins alpha phi point. Alors on aura une équation différentielle phi de point plus, alors on ramène ces deux termes de ce côté là et on divise par IZ, on aura phi de point plus C sur IZ phi plus alpha sur IZ phi
point égale à 0, avec oméga 0, c'est égal à racine carrée de C sur IZ, ce qu'on appelle la pulsation du système, et gamma minuscule, égale à alpha sur 2IZ, ce qu'on appelle un paramètre de freinage. Et on aura l'équation différentielle, ou bien sûr l'équation du mouvement qui s'écrit sous cette forme en fonction de l'angle de rotation phi. Alors on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant homogène.